Roland-Garros, une merveille du monde. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport avec une perspective de plus de 30 ans dans l'industrie. Et c'est parti! Nous sommes rendus en deuxième semaine de Roland-Garros, le plus majestueux des tournois de tennis au monde. La terre battue rouge de Paris, le plus célèbre tournoi, évidemment, de terre battue sur la planète. Les quarts de finale débutent mardi, avec en tête de liste Nadal, Federer, qui vont jouer respectivement contre Nishikori et Wawrinka. Et mercredi, ça sera le numéro 1 mondial, Djokovic, le numéro 4 mondial, Dominic Thiem. Il y aura aussi Alexandre Zverev. Alors, finalement, les 5 meilleurs joueurs au monde sont au rendez-vous pour les quarts de finale, parmi les 8 meilleurs qui restent. Roland-Garros, il faut y aller au moins une fois dans sa vie. On appelle ça en anglais un bucket list. Mettez-le sur votre liste, puis allez voir de quoi ça a l'air. C'est incroyable comme taille de tournoi. D'abord, parlons du gagnant. Le gagnant va se mériter 2,3 millions d'euros, côté homme, côté femme, et le finaliste, 1,7 million de dollars canadiens. Les 2,3 millions d'euros, ça équivaut à peu près à 3,4 millions de dollars canadiens pour gagner le tournoi. On attend presque 500 000 spectateurs en 2 semaines. C'est un tournoi incroyable. Il faut le voir, il faut aller sur place, il faut apprécier la beauté, la nature autour de Roland-Garros, qui est situé sur la porte d'Auteuil, c'est dans le 16e arrondissement à Paris, près du Bois de Boulogne. C'est un endroit exceptionnel, facile d'accès, et surtout majestueux. On passe des journées à regarder tous les jeunes juniors qui jouent cette semaine, garçons et filles, sur les petits terrains. Mais il y a aussi, évidemment, le grand stade, Philippe Chatrier, 15 000 places ou plus. Suzanne Langlaine, le stade numéro 2 avec 5 000 places. Puis le nouveau Simone Mathieu, qui a été construit cette année, un petit stade intime et une nouvelle addition à Roland-Garros qui va aussi cette année planifier de la rénovation importante sur le corps central, Philippe Chatrier, avec une construction d'un stade amovible pour l'an prochain. Personnellement, pour avoir été à Wimbledon, pour avoir été au US Open, ce sont des tournois de tennis incroyables aussi. Mais il y a quelque chose sur la terre battue qui rend ce tennis-là vraiment incroyable. Il y a aussi le fait qu'on a un gars comme Rafael Nadal qui a gagné le tournoi 11 fois. Et gagner un tournoi de n'importe quelle compétition, dans n'importe quelle discipline, 11 fois, c'est quand même assez exceptionnel. Et là, il s'enligne pour un 12e titre. C'est sûr que Djokovic n'a jamais été aussi fort qu'il est là. Puis Djokovic a une motivation. Lui, il essaie de gagner un tournoi majeur, un 4e de suite, et d'avoir en même temps les 4 trophées du Grand Chelem. Mais Nadal a une fiche impressionnante. Il n'a pas perdu souvent lors de sa carrière à Roland-Garros. 2 défaites seulement au fil de toutes ces années. Et c'est la 23e fois que Djokovic, Nadal et Federer ensemble, le Big Three du tennis qu'on appelle, se retrouvent en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Puis à 19 occasions, selon la ATP, un des trois aura remporté le titre. Et c'est Nadal qui mène à ce niveau-là parce que dans la compétition entre les trois, lorsqu'ils sont rendus en quart de finale, Nadal a 10 victoires, Djokovic a 6 victoires et Federer a 3 victoires, ce qui fait un total de 19. Une des raisons pourquoi, encore une fois, que ce tournoi-là est si incroyable, c'est que ça se déroule à Paris. Et c'est la conclusion de la saison sur terre battue. Il y a énormément d'enjeux, en part les 2000 points au classement ATP, mais c'est dans 3-4 semaines seulement que va se dérouler Wimbledon. La saison sur gazon est beaucoup plus courte que qu'est-ce qu'on a vu sur terre battue. Puis cette année, pour une des rares fois, on a vu encore une fois une nouvelle génération de jeunes percés. On a vu une victoire de Fabio Fognini à Monte-Carlo. Évidemment, Dominic Thiem, qui est un favori du tournoi ici à Roland-Garros, il est encore en présence des 8 derniers. C'est lui qui a gagné à Barcelone. On a vu la victoire de Djokovic à Madrid, puis la victoire de Nadal à Rome. Alors, il y a eu une plus grande diversité cette année. Ça devient de plus en plus compétitif à cause de la nouvelle génération de jeunes tennismen. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que c'est quand même, à mon avis, la domination totale du Big Three. Il y a des joueurs qui s'imposent, qui sont capables de les battre, mais c'est quand même étonnant qu'après 14-15 ans, on retrouve toujours les mêmes 3 gars au sommet. C'était la fête de Nadal cette semaine, donc 33 ans. Djokovic a 32 ans. Federer va avoir 38 ans cet été. Il ne semble pas ralentir. C'est plus difficile pour lui de gagner les tournois du Grand Chelem, mais quand même, il n'a pas perdu un set à date à Roland-Garros cette année. Alors,
Il y a une chose qui est encore impressionnante pour moi, c'est que quand on regarde le tennis avec passion et intérêt, on peut apprécier la beauté des stades, des infrastructures. On peut apprécier le talent de ces joueurs de tennis-là. On peut se rendre compte encore une fois comment le tennis est un sport mondial qui va chercher garçons et filles, qui va chercher des jeunes dans tous les pays du monde et regarde jouer des Federer, des Djokovic et des Nadal avec des grands yeux en espérant un jour devenir comme eux. Ça me fait penser à Shapovalov et Félix Auger-Aliassime au Québec et au Canada, respectivement, qui font en sorte qu'ils ont rêvé en voyant jouer Federer, Nadal et Djokovic toute leur vie. Aujourd'hui, ils les affrontent régulièrement sur le terrain. Et c'est la beauté du tennis, c'est qu'il y a de la place pour les 18, 19, 20 ans, la nouvelle génération qu'on appelle les next-gen. Il y a aussi de la place pour les grands joueurs légendaires. Difficile pour moi d'imaginer un next-gen futur atteindre des sommets comme 20 grands chelems comme Federer ou 17 comme Nadal et 15 pour Djokovic. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que ces jeunes-là vont avoir leur moment, que ce soit des Thiem, que ce soit des Khachanov, que ce soit des Del Potro, que ce soit des jeunes loups comme Coric, et ainsi de suite, qui ont un avenir merveilleux devant eux. On devrait apprécier le moment que nous offrent les trois légendes du tennis pendant qu'ils sont encore au sommet de leur art et savoir quelles sont les grandes contributions qu'ils auront fait au développement du tennis mondial, à faire rêver des jeunes. Ils ont eu un comportement exemplaire, une attitude positive, constructive. Ils participent au tournoi. Ils travaillent plus fort que quiconque. Les trois ont eu des blessures. Les trois ont eu de la réhabilitation. Les trois ont surmonté d'énormes défis et se maintiennent toujours comme étant les trois meilleurs joueurs au monde. Djokovic numéro 1, Nadal numéro 2 et Federer numéro 3 actuellement. Et c'est encore impressionnant de constater ça après des centaines de semaines pour chacun des trois à la tête du tennis mondial. Alors, ne manquez pas la dernière semaine, les quarts de finale suivis des demi-finales jeudi, vendredi et évidemment la grande finale dimanche matin qui nous attend par le merveilleux soleil de Paris en cette merveilleuse infrastructure et ce stade de sport de tennis incroyable qu'il faut visiter une fois dans sa vie. Je vous le recommande fortement. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde et de partager le podcast qui est disponible maintenant sur iTunes. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.